Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur les élections du CSE, renouvellement et mise en place. Vous êtes beaucoup d'inscrits et beaucoup de participants, donc on est très contents. On va vous présenter avec Flora. Bonjour Flora. Bonjour à tous. Que vous avez pu entendre il y a quelques minutes pour vous avertir qu'on allait démarrer. On va vous présenter donc ce webinaire sur le sujet des élections. Je suis Denis Arconte, juriste en droit social chez Arcom. Alors, au programme de ce webinaire, on va d'abord voir un petit peu la mise en place et le renouvellement du CSE, donc quand procéder aux élections, à quel moment, donc les enjeux de la mise en place d'un CSE. Ensuite, on va essayer d'évoquer les grandes étapes des élections professionnelles avec l'invitation à négocier, la négociation du protocole d'accord. On va aussi revenir sur les invitations aux organisations syndicales à effectuer. On va voir aussi des petites particularités pour les entreprises de moins de 20 salariés. On va revenir sur aussi le premier tour, le second tour, toutes les spécificités de ces étapes. Et ensuite, on va essayer d'un petit peu se projeter au-delà des élections, notamment sur la première réunion du CSE et puis aussi la formation des élus et des présidents. Petite précision sur ce webinaire, qui est assez court, hein, mais on essaie de condenser les informations pour vraiment évoquer les grandes étapes et les grandes lignes des élections professionnelles. On ne va pas pouvoir forcément rentrer dans le détail de tous les sujets et rentrer dans le détail de toutes les spécificités de vos entreprises, de votre taille d'entreprise et aussi de vos secteurs d'activité. Donc, si vous avez des questions qui sont, bien évidemment, vous pouvez vous poser vos questions tout au fil de l'eau et on y répondra. On prendra un petit temps à la fin du webinaire pour y répondre. Mais si vos questions sont très spécifiques à votre situation, on pourra aussi envisager un call par la suite. Voilà le programme que je vous ai évoqué à l'oral. Et puis on va démarrer directement avec les enjeux de la mise en place et le renouvellement du CSE. Flora, je te laisse prendre la parole. Donc, rebonjour à tous pour la troisième fois. Je me présente à mon tour. Donc, Flora Godin, juriste en droit social aussi chez Arcom. Moi, je vais vous parler dans un premier temps des enjeux du coup de la mise en place et du renouvellement du CSE. Alors, les questions à se poser sont les suivantes. Quand procéder aux élections, donc que ce soit la mise en place ou le renouvellement, et aussi également, que risquez-vous dans le cas où vous ne procédez pas à ces élections? Alors, déjà, au niveau de la mise en place, on a un article du Code du travail assez précis sur le sujet, l'article L2311-2, qui nous indique qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L 1111-2 et L 1251-54 du Code du travail. Plusieurs remarques sur cet article, et notamment une assez importante. À partir du moment où votre effectif passe en dessous du seuil de 11 salariés, le décompte des 12 mois retombe à 0. Je vous dis une bêtise, un exemple. Votre entreprise a dépassé le seuil de 11 salariés le 1er mars 2022 et au 1er février, l'effectif tombe à 10 salariés. Donc là, on est sur que 11 mois consécutifs et à compter du 1er avril, on repasse à 11 salariés. Ici, le décompte des 12 mois retombe à 0 et donc il recommence à compter du 1er avril 2023. Donc voilà, à partir du moment où on passe en dessous du seuil de 11, on retombe à 0. Pareil, au niveau des 11 salariés, comment on les prend en compte? On parle d'équivalent temps plein. Alors, ce qui veut dire que on fait un calcul au prorata temporis en fonction de la durée de travail. Par exemple, un salarié à temps plein, il vaut pour une unité, alors qu'un salarié à mi-temps vaut pour 0,5 unités. De même, les CDD, les intérimaires, ils ne sont pas intégrés dans ces effectifs à partir du moment où ils remplacent un salarié de l'entreprise. Et aussi, petite précision, les contrats en alternance, que ce soit les apprentis ou les contrats de professionnalisation, ne sont pas à prendre en compte dans ces effectifs. Petite précision,
il y a aussi des conditions pour que les salariés mis à disposition soient pris en compte dans les effectifs. Et il y a certaines conditions du coup qui sont exhaustives et qui sont un peu plus complexes et qu'on pourrait, si vous souhaitez, vous dire. Aussi, dernière précision, l'obligation, il faut savoir qu'elle naît une fois que le seuil de 11 salariés est atteint. Pas avant, entre guillemets, ou pas après, c'est trop tard. Juste peut-être, Flora, excuse-moi, une petite précision sur les litiges qui peuvent naître à l'occasion de ce décompte de 11 salariés. Le tribunal compétent, c'est le tribunal de justice. On n'est pas du tout sur la compétence du Conseil des prud'hommes, mais bien sur le tribunal de justice. Voilà, donc à côté de cette mise en place, concernant le renouvellement, on a là aussi un article du Code du travail, pour ne pas le citer, l'article L2314-33, qui prévoit que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans. Alors, il peut y avoir des exceptions. Certains accords collectifs, donc de branches, de groupes ou même d'entreprises, peuvent prévoir une durée différente, comprise entre 2 et 4 ans. Donc, de nouvelles élections doivent être organisées par l'employeur à l'échéance des mandats. Attention, à l'échéance des mandats, ça veut dire qu'il convient d'anticiper. Si vous avez mis en place, si la fin des mandats arrive au mois de novembre 2023, il faut prendre en compte la durée de la procédure et donc anticiper la chose et donc commencer les opérations électorales fin août, début septembre. Parce qu'il faut compter quand même un délai assez important pour la mise en place. Donc en fait, c'est la réélection du nouveau CSE qui doit avoir lieu à l'échéance des mandats précédents et non le début des opérations électorales. Aussi, petite précision, le renouvellement n'est pas obligatoire si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous des 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Si on constate que le seuil est descendu en dessous de 11, il n'y a pas d'obligation. Par contre, à partir du moment où vous souhaitez le remettre en place, il faut du coup tout respecter au niveau du process, mais également au niveau des opérations électorales. Si vous le faites, vous devez vous accorder aux règles légales. Si l'employeur décide de ne pas procéder à ce renouvellement ou à cette mise en place, que risque-t-il? Alors, ça peut aller très loin. On a effectivement un délit d'entrave et donc une condamnation pénale qui pourrait intervenir. Donc, 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. À côté de ça, on a quand même des difficultés de négociation collective. En effet, pour les entreprises de plus de 50 salariés, il sera impossible de négocier un accord d'entreprise ou encore dans le cadre d'une dénonciation d'un usage. De même, au niveau des procédures entre guillemets classiques de licenciement, notamment une inaptitude ou alors en cas de licenciement pour motif économique, celle-ci pourrait être considérée comme étant irrégulière à partir du moment où l'employeur était censé procéder à la mise en place ou au renouvellement du CSE, mais qui ne l'a pas fait. Et également, assez important aussi, l'article L3312-2 du Code du travail impose à l'employeur de remplir ses obligations en matière de représentation du personnel pour conclure un accord d'intéressement. Donc, on peut voir qu'à partir du moment où on ne met pas en place, ou on ne renouvelle pas son CSE alors qu'on est dans l'obligation et qu'on remplit les conditions, on est quand même assez fermé pour procéder, entre guillemets, à la vie de l'entreprise et donc que ce soit une procédure de licenciement ou même une négociation collective. Merci Flora pour ces enjeux de la mise en place du CSE. On va essayer maintenant de balayer les différentes étapes du process électoral. Comme vous l'avez évoqué Flora, il y a un temps nécessaire à prendre en compte pour l'organisation de ces élections et donc il est nécessaire d'anticiper. Donc on va essayer de balayer ces grandes étapes. Alors, première étape,
la première étape sur le process électoral, c'est l'information du personnel sur le déroulement des élections du CSE. Donc là, on est bien sur l'hypothèse d'une mise en place ou d'un renouvellement. On a cette obligation du personnel sur le déroulement du CSE, et cette obligation va un petit peu venir borner le calendrier électoral. C'est-à-dire que on va compter une période de 90 jours à partir de cette information du personnel. 90 jours après, au plus tard, le premier tour doit se dérouler. Donc on imagine voilà, ce délai qui vient vraiment borner entre le premier tour et cette information. On a 90 jours qui viennent borner véritablement le process électoral. Donc ça peut être plus court, mais on ne doit pas dépasser ces 90 jours. Ensuite, une fois qu'on a formé le personnel, on va inviter les syndicats à venir négocier un protocole d'accord préélectoral. Alors, ce protocole d'accord préélectoral, c'est lui qui va fixer les modalités d'organisation des élections professionnelles. Alors, il va contenir des dispositions obligatoires, comme notamment l'effectif de la société, l'effectif qui est pris en compte pour les élections professionnelles, donc, sur la base de ce qu'on a dit quelques semaines plus tôt. On va avoir l'identification des collèges électoraux ou du collège unique si on est concerné par cette hypothèse, la durée des mandats et le nombre de représentants à élire, la répartition entre les femmes et les hommes par collège, les modalités de candidature. On va avoir également les modalités de vote par correspondance s'il est envisagé. Et enfin, on va avoir les dates du calendrier électoral relatives notamment au scrutin du premier tour, du second tour, les listes électorales et de candidature. Alors, plusieurs précisions sur cette invitation et sur ce PAP. D'une part, sur l'invitation des syndicats. On parle d'inviter les syndicats qui sont intéressés aux élections, c'est-à-dire les syndicats représentatifs au niveau national, au niveau de votre branche d'activité, au niveau de l'entreprise, si vous avez des organisations syndicales représentatives dans votre entreprise, ou des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale. Petite précision, j'interviens Denis, concernant le délai entre l'invitation des syndicats et la négociation véritable du PAP. On a un délai de 15 jours à respecter, donc entre cette invitation et la négociation, en comptant aussi le délai postal, hein, parce qu'on envoie les invitations recommandées avec accusé de réception. Autre délai important, la négociation, elle doit avoir lieu 2 mois au plus tard avant la fin des mandats. Pardon. Donc, au niveau du renouvellement, c'est important de prendre en compte ce délai de 2 mois et donc, encore une fois, de bien anticiper le calendrier. Merci Flora pour la précision effectivement du calendrier, c'est très important. On voit que les différentes étapes sont réellement cadencées et c'est vraiment quelque chose à avoir en tête pour respecter le process et ne pas risquer donc une éventuelle irrégularité dans les élections. Si aucun syndicat ne se présente à cette réunion, ou si les partis ne sont pas d'accord, en fait, on ne va plus parler de protocole d'accord préélectoral, mais on va parler de décision unilatérale. Ce sera grosso modo le même document, mais qui ne sera pas signé par les syndicats, mais on va parler d'une décision unilatérale. Petite précision sur le vote par correspondance. On l'a dit à l'oral que les modalités de vote par correspondance sont envisagées par le protocole d'accord préélectoral, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Alors, ce n'est pas obligatoire, il y a quelques petites exceptions. Si votre convention collective prévoit ou vous impose donc le vote par correspondance pour les élections, vous êtes obligé de le mettre en place. Par contre, si le vote par correspondance n'a pas été envisagé ni par votre convention collective et ni par le protocole d'accord préélectoral, vous n'avez pas à le mettre en place. Donc, on négocie ce PAP et à l'issue de cette réunion, on a soit donc un protocole d'accord préélectoral ou une décision unilatérale. Cette décision unilatérale ou ce protocole doit être affiché et communiqué à l'ensemble de vos salariés. Alors, quand on parle de communication et d'affichage, en réalité, c'est les communications par les moyens qui sont propres à votre entreprise. Si vous avez un affichage dématérialisé, ce sera cet affichage dématérialisé. Donc, ce sera l'affichage papier classique pour tous les documents qui relèvent du process électoral.
Après donc en même parallèlement à cet affichage du protocole d'accord préélectoral ou la décision unilatérale, on va également afficher les listes électorales. Et attention, sur l'affichage des listes électorales, il va falloir attendre 3 jours avant d'avancer sur la prochaine étape. Pourquoi ce délai de 3 jours avant l'étape 4 et l'étape 5 ? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a un délai de contestation des listes électorales qui est de 3 jours. Donc, on va considérer qu'on affiche ces listes, on va attendre que le délai de contestation soit épuisé, et puis on va continuer nos étapes de protocole, nos étapes de process électoral. Alors, je reviens sur les particularités pour les entreprises de moins de 20 salariés. Donc, on reprend sur les premières étapes. On a une première étape, toujours pour les entreprises de moins de 20 salariés, d'informer le personnel sur la tenue des élections, mais on va avoir une petite précision sur l'invitation des salariés à présenter une candidature. Effectivement, dans ces entreprises-là, l'information va contenir donc cette précision. Si aucun salarié ne présente sa candidature dans un délai de 30 jours, on va sauter l'étape 2 et 3, on va sauter l'invitation des syndicats à venir négocier un protocole d'accord, et donc la réunion du protocole d'accord préélectoral, et on va directement considérer que c'est à l'employeur d'organiser unilatéralement les modalités des élections, et donc de passer sur une décision unilatérale. À noter, petite précision aussi, que ce délai de 30 jours, c'est un délai de 30 jours calendaires. Donc, du lundi au dimanche inclus, et on prend en compte également les jours fériés. Voilà, petite précision sur ce 30 jours. Merci Flora. Ensuite, donc on passe à l'étape 5. L'étape 5 va consister à recevoir les listes des candidats au premier tour. Pour ce premier tour. Et d'ailleurs, pour ce premier tour, donc petite spécificité, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats. Ce qu'on appelle le monopole des syndicats sur le premier tour. Ces candidatures doivent respecter la parité entre les femmes et les hommes. Et pour le premier tour, on va également avoir, pour le scrutin du premier tour, on va avoir la condition de quorum. C'est-à-dire que ce sont les votes valablement exprimés qui doivent représenter au moins la moitié des inscrits sur les listes électorales. À défaut de quorum, on va considérer que on va directement passer au second tour, on va procéder à la carence du vote au premier tour. Et petite information également sur le premier tour, les résultats du premier tour donc, servent de base de calcul de la représentativité de syndicats au sein de votre entreprise. Donc, cinquième étape, donc réception de la liste des candidats, sixième étape, premier tour. Et à l'issue de ce premier tour, on va constater soit que tous les sièges sont vacants et donc les élections prennent fin à ce moment-là, soit alors on va considérer d'une part qu'il y a une carence de candidature, et donc on passera au second tour, ou alors on va considérer qu'il y a encore des sièges qui restent encore ouverts, et on va également procéder au second tour pour ces sièges-là. Et donc, à l'issue de cette 7e étape, comme l'a indiqué Denis, en fonction du résultat du premier tour et ou de l'information de l'organisation du second tour, on va avoir ensuite le dépôt et l'affichage des listes de candidats pour le second tour. Sachant que, petite précision par rapport au premier tour, ici, les candidatures sont libres. Il n'y a pas uniquement les candidatures syndicales comme au premier tour, on avait pu l'avoir. À l'issue du coup de ce dépôt et de l'affichage des listes, on va avoir le second tour, entre guillemets, à proprement parler, et enfin le dépouillement et la proclamation des résultats, ainsi que l'information de l'administration. Donc l'administration qui est l'inspection du travail, mais aussi le CTEP qui est l'organisme qui recense l'ensemble des élections professionnelles. Petite précision aussi, les candidatures par rapport au premier tour ici, elles n'ont pas l'obligation de respecter la parité homme-femme. Donc c'est important de le préciser. Et également, il n'y a pas de condition de quorum comme l'a pu indiquer Denis juste avant. Ici, on parle seulement de quotient électoral. Et enfin, les sièges éventuellement vacants restent libres à l'issue de ce second tour. Petite précision, il y a eu un ordre au niveau du dépouillement
et donc de la fin des opérations électorales qui a été définie par la Cour de cassation. Si cet ordre n'est pas respecté, il pourrait y avoir une irrégularité au niveau des opérations électorales et donc une annulation des élections. Cet ordre est le suivant. On procède tout d'abord au dépouillement. Ensuite, on remplit les PV. Et enfin, on proclame les résultats en public. Il n'y a pas d'autre ordre à faire. C'est vraiment cet ordre qui est très important et qui est à respecter lors de la fin des élections. Et effectivement, pour compléter ce que dit Flora, c'est-à-dire que on risque donc une irrégularité sur ce point. Cette irrégularité peut être soulevée dans un délai de 15 jours. Et ce délai de 15 jours, en fait, il est général à tous les éléments de l'élection professionnelle. Tout salarié ou toute personne qui a intérêt peut venir contester une étape ou un élément du processus électoral, notamment le scrutin, le protocole d'accord préélectoral, la décision unilatérale ou les différentes règles du processus électoral. Il peut venir contester ces éléments-là auprès du tribunal judiciaire pour venir faire annuler totalement ou partiellement les élections. Donc ce délai de 15 jours, il est fixe et il est unique. Donc c'est vraiment ce délai de 15 jours sur n'importe quel élément du processus électoral. Merci Denis pour la petite précision. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, c'est bien, mais alors que faire maintenant, après les élections? Dans un premier temps, on va avoir la première réunion du CSE, la première réunion post-élection. Et du coup, on va avoir plusieurs sujets à aborder lors de cette première réunion. Alors là, les sujets indiqués ne sont pas exhaustifs, hein, mais on peut avoir, par exemple, un rappel du rôle du CSE avec notamment la présentation des attributions, les modalités de fonctionnement, les moyens dont disposent les élus. On peut avoir aussi la programmation de la formation des élus. On va aussi procéder, pourquoi pas, aux différentes désignations, le secrétaire, le trésorier, le référent harcèlement. On va également désigner les membres des différentes commissions, dont notamment la CSSCT, le cas échéant. On peut aussi informer notamment sur tout ce qui est relatif à la situation juridique et économique de la société. On peut informer sur le compte-rendu de fin de gestion du CSE et quitus du nouveau CSE en cas de renouvellement. Un point également sur le compte bancaire du CSE. On peut évoquer également le fonctionnement du CSE et le règlement intérieur du CSE. Denis reviendra vers vous sur le règlement intérieur. Et on peut également indiquer le planning des prochaines réunions. Petite précision, donc comme je vous l'ai dit, les points cités ne sont pas exhaustifs. Il faut avoir en tête que les points classiques d'un ordre du jour doivent être également indiqués. Les sujets classiques, notamment en cas d'actualité ou de situation de l'entreprise, ce qui fait que le CSE doit être consulté. De même que l'approbation du PV de la réunion précédente en cas de renouvellement, si ça n'a pas été approuvé lors de l'instance précédente, doit être aussi indiqué dans la première réunion, et également tout ce qui est questions et points divers. Oui, alors je reviens effectivement sur le règlement intérieur. Sur ce règlement intérieur, alors il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. La particularité, c'est qu'il est obligatoire à mettre en œuvre par le CSE pour le CSE, mais il n'y a pas de sanction. Ce qui fait que plusieurs CSE n'en réalisent pas. Mais vous, en tant qu'employeur, on vous préconise vraiment de tout mettre en œuvre pour que les CSE aient un règlement intérieur. D'une part, ça clarifie le mode de fonctionnement, notamment sur les délibérations, et le délai de transmission des documents, etc. Donc, c'est vraiment important pour structurer le fonctionnement du CSE d'avoir un règlement intérieur. Et d'autre part, un inspecteur du travail peut vous demander, vous, en tant qu'employeur, de vous fournir le règlement intérieur du CSE. Et là, vous pouvez vous retrouver conseil, puisque c'est une obligation qui relève du CSE, mais l'inspecteur du travail peut vous le demander. Et pour démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour que le CSE ait un règlement intérieur, ce qu'on vous préconise de faire, c'est de régulièrement de remettre le sujet du règlement intérieur à l'ordre du jour. Même si vous savez que les élus n'en veulent pas, nous, on vous préconise à une fréquence qu'on pourrait définir ensemble, mais de remettre
à l'ordre du jour les travaux du règlement intérieur et également de proposer un premier projet de règlement intérieur, sachant que le CSE ne peut pas vous imposer des dispositions supralégales ou supraconventionnelles. Donc, il ne peut pas vous imposer des choses, sauf si vous en êtes d'accord, mais des choses qui ne sont pas prévues par le Code du travail, des délais trop contraignants, des moyens supplémentaires prévus qui ne sont pas prévus par le Code du travail ou votre convention collective. Donc ça, c'est très important. Et d'un point de vue plus général, cette première réunion, elle peut être très fournie, mais c'est nécessaire, en tout cas pour nous, c'est vraiment nécessaire de bien l'anticiper, de bien la préparer, parce qu'elle va vraiment venir fonder en fait la prochaine mandature du CSE et notamment sur son fonctionnement. Donc c'est très important de l'anticiper, de la préparer en amont. Et dans cette idée aussi de préparation et d'anticipation, plusieurs formations, c'est ce que disait Flora aussi sur l'ordre du jour, plusieurs formations sont obligatoires pour les membres du CSE. On a notamment une formation au titre des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui est obligatoire dans toutes les entreprises. Petit point sur cette formation santé, sécurité, conditions de travail. Il faut savoir qu'elle doit être d'une durée de 5 jours pour chaque mise en place. Et dans le cadre d'un renouvellement, elle est de 3 jours ou elle doit être de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et qui ont du coup une CSSCT. Voilà, petite précision de mon côté. Donc on a cette formation, merci Flora, on a cette première formation au titre en matière de santé. Et on a aussi une formation qui porte sur les attributions économiques, qui est obligatoire uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés et pour les membres titulaires élus pour la première fois. Donc, y compris en cas de renouvellement d'un CSE, mais vraiment pour les membres élus titulaires pour la première fois. Bien évidemment, vous pouvez la mettre en œuvre en dehors de ces hypothèses. Et on voulait vous préciser également que c'est intéressant, vous, de vous former en tant que président, de CSE. Sur le sujet, il existe, en tout cas de la part de notre organisme de formation et filiale de consulting RH, Actiforce, qui peut vous proposer, d'une part, pour vous, président, donc, des formations qui permettent d'acquérir les fondamentaux sur le CSE, avec notamment les attributions du CSE, le droit d'alerte des élus et les différentes expertises qui peuvent être menées par le CSE. Des éléments pour bien animer et mener les réunions. Et enfin, un petit rappel sur les statuts des élus du CSE, notamment les ordres de délégation, le statut protecteur et le délit d'entrave. Donc ça, il y a cette première formation qui est possible. Et également, il est possible avec Actiforce de remplir vos obligations légales pour les formations des élus CSE. Donc si vous êtes intéressé par ces formations, vous en tant que président ou vos élus, ou pour la mettre en place auprès de vos élus, n'hésitez pas à me faire un retour, soit en posant une question là dans le chat ou en faisant un retour par mail. Donc voilà, on trouve que c'est important de vous former sur le sujet parce que le dialogue social, c'est une vraie compétence et c'est important pour le climat social d'avoir vraiment des personnes qui sont formées sur le sujet. On a fait le tour sur notre webinaire. Alors, je sais que ça peut être un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu rentrer forcément dans les détails. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de donner une photographie globale des élections, en amont, pendant et un petit peu après, sachant qu'on aurait pu rentrer dans le détail vraiment sur chaque sujet, notamment le protocole d'accord préélectoral et la négociation en tant que telle, et le calendrier également. Mais si vous avez des questions, et surtout si vous souhaitez un accompagnement sur le sujet des élections, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui sont ici. Vous pouvez poser aussi nous transmettre vos coordonnées par écrit sur le chat. Voilà, Flora, est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter ou... De mon côté, c'est bon, on a fait le tour. Comme l'a dit Denis, le but, c'est pas vraiment de rentrer dans les grands détails parce que sinon, je pense qu'une demi-heure ou même une heure n'aurait vraiment pas suffi. Il nous aurait fallu 2 jours, limite. Donc, on va regarder les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Et puis, alors, je vais couper le micro le temps de les lire et puis je reviendrai vers vous pour les lire et puis pour qu'on en discute ensemble.
Alors, on a une question sur s'il n'y a pas de candidat, à quelles échéances faut-il relancer les élections? Alors, j'imagine que c'est dans l'hypothèse d'une carence totale des candidats à la fois au premier et au second tour, donc PV de carence. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas à relancer les élections avant 4 ans. Par contre, dans certaines hypothèses, des syndicats ou des salariés peuvent demander l'organisation de nouvelles élections, mais en tous les cas, ils peuvent pas attendre, ils doivent attendre un délai de 6 mois après ces élections. Alors, on a d'autres questions qui commencent à arriver. Quels sont les critères pour que les salariés mis à disposition soient compris en compte dans l'effectif? Alors, on a plusieurs critères sur les salariés mis à disposition pour qu'ils soient pris en compte dans les effectifs. Notamment, ils doivent être présents dans l'entreprise, ils doivent travailler dans l'entreprise depuis au moins 1 an. Donc, il y a quand même une condition, entre guillemets, de travail d'au moins 1 an. Et ils ne doivent pas remplacer un salarié de l'entreprise. Voilà, pour éviter qu'on ait, comme les CDD, entre guillemets, de remplacement qui comptent pour 1 et pas pour 2, quoi. Voilà, au niveau des salariés mis à disposition, les critères qu'on pourrait avoir. Ok, merci Flora. Ensuite, autre question. Lorsqu'on invite les OSR, donc les organisations syndicales représentatives, à négocier, doit-on également leur transmettre le protocole d'accord préélectoral au préalable de la réunion, ou peuvent-ils simplement le découvrir lors de la réunion de négociation? Bonne question, il n'y a pas d'obligation. Il faut juste avoir en tête que la négociation du protocole préélectoral doit respecter le principe très général de la loyauté de la négociation. Vous pouvez, alors c'est tout à fait possible de transmettre le protocole d'accord préélectoral en amont, surtout s'ils le demandent, le premier projet en amont, mais dans ce cas-là, il faut le transmettre à toutes les organisations syndicales qui vont répondre présentes, ou alors le découvrir en réunion. Selon le nombre de syndicats qui sont présents et vos habitudes de négociation, si vous êtes dans une hypothèse où il y a beaucoup de syndicats qui viennent, le fait de ne pas les transmettre en amont peut vous faire perdre du temps en réunion pour découvrir le projet, et donc allonger le processus électoral en prévoyant 1, 2, voire 3 réunions de négociation. Ou alors, si vous êtes là, on pourrait vous encourager à les transmettre en amont. Et si vous êtes dans une situation où il n'y a qu'un syndicat qui vient ou 2 syndicats, mais qui n'ont pas l'habitude de venir dans votre entreprise, on peut envisager que la négociation du protocole préélectoral ne va pas poser beaucoup de problèmes, sachant que les marges de négociation sont très faibles. Et donc là, vous pourrez les lire, leur transmettre au moment de la réunion. Ensuite, j'ai manqué le début, je voudrais connaître les conditions nécessaires pour mettre en place les élections. Alors on reviendra vers vous, on va pas forcément revenir sur le début, mais garder en tête que sur la mise en place des élections, pour une première mise en place, c'est un seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Autre question, si les salariés élus quittent la structure, faut-il renouveler les postes à chaque départ, titulaire ou suppléant? Alors là, il va y avoir plusieurs cas. Cela dépend si le collège n'est plus du tout représenté ou ce genre de choses. On va avoir des conditions un petit peu spécifiques et c'est pas si simple entre guillemets pour mettre en place notamment des élections partielles. Il faut vraiment que le collège soit plus représenté ou ce genre de choses. Donc, si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez revenir vers nous concernant ce départ en fait de titulaire ou de suppléant au sein de la structure. Alors, est-ce qu'il y a des salariés qui peuvent être considérés comme non éligibles? Alors effectivement, on a des conditions pour être éligible au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'ancienneté, on doit avoir, il me semble que c'est 1 an. Je crois que Denis est OK là-dessus. Donc ça, c'est uniquement l'éligibilité. Après l'électorat, on a une condition de 3 mois pour voter. Et pour l'éligibilité, ce qu'il faut avoir en tête aussi, mais il y a beaucoup de nuances dans ce que je vais dire à prendre en compte, c'est que les personnes qui sont apparentées à la direction ne peuvent pas être éligibles sur leur collège. Ils peuvent être électeurs, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête
Les membres, alors, pas tous, hein, mais certains représentants de la direction peuvent être électeurs, mais la plupart ne peuvent pas être éligibles. Ensuite, nous avons un effectif moyen de 10,75 nous éligibles. Non, l'effectif moyen, alors vraiment c'est la règle de 11 salariés sur 12 mois consécutifs, dès lors que vous êtes en dessous, même à 10,75 ou 10,80, vous n'êtes pas concerné par la mise en place des élections, mais par contre, surveillez vraiment cette évolution parce que vous serez prochainement concerné. La négociation avec les syndicats peut-elle se faire en visioconférence ou est-il obligatoire de le faire en présentiel? Alors nous, on va toujours recommander le présentiel. Bon, on ne va pas revenir sur les périodes de crise sanitaire, mais en période habituelle, on va toujours recommander le présentiel pour les réunions de négociation, parce que toujours par rapport pour respecter ces principes généraux de loyauté, de négociation. Après, c'est possible de le prévoir, mais on vous conseille de prévoir une condition mixte, c'est-à-dire d'ouvrir la possibilité au présentiel, mais pour ceux qui le souhaitent, une visioconférence. Donc en fait, ça, il faudra le prévoir dès l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral et de laisser le choix aux syndicats. Ensuite, concernant l'obligation d'égalité homme-femme, quelle obligation si 2 hommes pour 50 femmes? Et idem pour les cadres. Alors, on a une question très précise sur la parité homme-femme. On reviendra vers vous sur le sujet pour voir un petit peu plus précisément votre situation. Idem pour les salariés mis à disposition, pareil que la question précédente, c'est vraiment des particularités entre guillemets propres à votre société et une situation spécifique. Donc on vous invite à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger véritablement sur le sujet et savoir exactement le contexte pour pouvoir y répondre. Parce que ça demande quand même de se poser un petit peu sur ces questions. Donc, vous avez notre mail, notre numéro de téléphone à la fin, il n'y a pas de souci pour que on se fixe un temps d'échange ensemble. Et on va prendre une toute dernière question, parce que l'heure tourne, sur les entreprises de moins de 20 salariés. Les entreprises de moins de 20 salariés, j'imagine que c'est par rapport à l'invitation du personnel. Par rapport à l'invitation du personnel pour les entreprises de moins de 20 salariés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez informer le personnel pour venir, le personnel sur la mise en place ou le renouvellement du CSE. Et dans ce même courrier, vous allez inviter les salariés à soumettre leur candidature. Si aucun salarié, dans un délai de 30 jours calendaires suivant cet affichage, cette information, si aucun salarié ne se présente, vous n'invitez pas les organisations syndicales à venir négocier un protocole d'accord préélectoral et donc vous ne tenez pas la réunion de négociation. Et dans ce cas-là, on passe directement à une décision unilatérale. Petite précision, il y a quelques petites interprétations qui peuvent diverger sur le sujet, notamment sur les questions-réponses du ministère, qui lui suggère d'arrêter le process électoral à ce moment-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas de candidat qui se présente, enfin, qui vous répondent au moment de l'invitation, et le question-réponse propose suggère, préconise d'arrêter le processus électoral. Nous, notre lecture, c'est pas la même. On va plutôt vous préconiser de poursuivre le protocole préélectoral, quitte à avoir un PV de carence pour le premier tour et de ce second tour. Mais c'est ce qui nous semble le plus équilibré aujourd'hui dans le flou des textes actuels. Je vais prendre une autre dernière question. Nos élections précédentes ayant donné carence se sont déroulées en décembre 2019. Devons-nous attendre décembre 2023 pour faire de nouvelles élections? Alors, c'est ce que j'indiquais. Décembre 2023 est l'échéance, entre guillemets, des 4 années de mandat. Alors, même s'il n'y en a pas eu, il y a eu carence. Même s'il y a eu carence, on est censé refaire les élections tous les 4 ans. Et donc, une date de fin à décembre 2023 veut dire anticiper la mise en place. Donc, les opérations électorales doivent être terminées en décembre 2023. Vous ne devez donc pas attendre décembre 2023 pour faire de nouvelles élections. Vous devez commencer en amont,
soit au mois d'octobre pour avoir les opérations électorales terminées sur décembre 2023. Voilà, on n'a malheureusement pas le temps de prendre les autres questions. On a un petit peu dépassé le timing. On vous remercie beaucoup de votre participation, de vos questions. On espère vraiment avoir pu répondre à certaines de vos questions. Et encore une fois, hein, si vous souhaitez un accompagnement tant sur la mise en place des élections du CSE et sur les différentes formations qu'on a pu évoquer, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc soit en donnant vos coordonnées dans le chat, ou soit tout simplement en revenant vers nous par mail ou par téléphone. On va vous transmettre nos coordonnées. Merci à toutes et tous. Merci à tous et toutes d'avoir participé, et en espérant qu'on ait pu répondre à vos questions. Et comme l'a dit Denis, n'hésitez pas à revenir vers nous avec les coordonnées que nous vous avons transmises sur le PowerPoint. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.